Il est la seule chose le fun provenant de Laval depuis les années 90, à l'exception du Cocoton et du Cosmodome. On le connaît sous le pseudonyme Maire de Laval, mais il n'a jamais fait de prison. Il s'illustre aussi sous sa propre identité avec sa balado Café Snake qu'il co-anime avec sa blonde Daphné B, en plus de ses prises de position sur la culture et le buzz souverainiste chez les jeunes. Il vient nous parler de son documentaire en ligne depuis quelques jours intitulé « Après moi le déluge ». Bienvenue Mounir Kadouri. Merci de l'invitation. Moi, je vais tout de suite arrêter le Laval Slender. Là. Ouais. C'est très bien, Laval. Oui. Il y a plein de choses magnifiques. Comme le développement immobilier. Non, mais... Non, moi, je pense que Laval, c'est quand même une bonne combinaison d'urbanité puis milieu naturel préservé. Tu sais, comme 30% de l'île de Laval, c'est encore des terres agricoles. Les berges, il y en a beaucoup qui sont pas développées. Ouais. Fait que, tu sais, quand même, je pense qu'on a ce stéréotype de ville d'autoroute, mais genre, si tu vas dans les extrémités de Laval, c'est très nice. Tu sais, avant, le monde, il y avait leur chalet dans le Vieux-Sainte-Rose, hein, faut dire. Oui, pis c'est vrai que le Vieux-Sainte-Rose, c'est magnifique. Exact. Puis mettons, est-ce que tu profites du parc du centre de la nature ou... Quand j'étais jeune, tout le temps, la piscine du centre de la nature, les glissades, tu sais, comme j'allais tout le temps au centre de la nature, ouais. la fermette, justement, je pense qu'elle l'a fermé, la fermette, ça c'est une des affaires qu'on a perdues. Ouais. Mais non, je pensais quand même, parce que pendant un bout de ma mère, elle a habité juste dans les apparts juste à côté du centre de la nature. Est-ce que Laval a encore mauvaise presse? Je pense que les idées full cristallisées, genre dans l'imaginaire collectif québécois, sont full tough à genre changer, fait que moi, je pense que les gens de Laval, tu sais, il y a plein de talents qui ont émergé de là. Il y a une nouvelle génération de gens qui étudient, qui viennent de... Genre, je pense que dans les universités, ça a moins bad press de dire « je viens de Laval » que peut-être ça l'a eu. Ouais. Il y a une couple d'années. Mais moi, je me rappelle quand je suis arrivé au cégep à Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse, tu sais, on était comme 4-5, puis on était les gars de Laval. Tu sais, ouais. C'était comme une affaire. Mais là, je pense que ça a comme perdu un peu cette image de genre fuzzy des années 2000. Ben, allais-tu à Brasserie Sainte-Thérèse? Quand j'étais à Lionel? Ouais. Non, ça s'appelle pas la prohibition. Ça, c'était... OK, ben toi, c'est ça, t'es jeune. Dans mon temps, c'était la Brasserie Sainte-Thérèse. Il y avait le HB Bar. Le HB, ça existe encore. Aux dernières nouvelles. On fumait dedans, nous autres. C'était quand même... Non, c'est ça, c'était... T'es allé à Lionel? Ouais, j'étais allé à Lionel en arts et lettres. Wow. Ben, c'est un bon cégep pour... Moi, j'ai aimé ça, je joue au foot, j'ai gagné Bol d'Or. Ça fait 10 ans, en 2016, Bol d'Or. Le premier Bol d'Or de l'histoire de Lionel, on l'a gagné. Quand même, OK. Ouais. C'est quelle année, à peu près? Moi, j'ai fait mon cégep, c'était 2015 à 2016-17. OK. Ouais. Le Place Belle, c'est pas payé. Ils ont quand même une couple de shows. Le métro, c'est nice. Ouais, ça se rend là. Ouais. OK, on va donner du love à Laval un peu. Moi, j'étais un Lavallois. J'ai grandi à Seine-Dorothée, mais dans le temps, c'était un peu plus rural. Il y avait des glissades d'eau sur le mont Laval. Ouais. Non, Seine-Dorothée, je trouve que c'est comme, tu sais, à la place Seine-Dorothée. Je trouve que, mettons, bouger est-ouest à Laval, c'est pas optimisé. Puis c'est une des raisons pourquoi, comme, je me pogne souvent avec le maire sur Twitter, for real. Ouais. Mais là, je pense que la STL est en train de, je sais pas, je pense qu'il va y avoir une refonte de tout ça. Mais l'offre de service de transport en commun à Laval est vraiment médiocre. Tu te pognes avec le vrai maire de Laval. Ouais. Ça, c'est quand même comique. Écoute, je pense que j'ai une anecdote. C'est le, tu sais, t'as le Carrefour Laval, puis le centre Laval qui est un peu moribond, qui est en train... Galerie Laval, c'est encore next step. Qui est où? Qui est en face du centre Laval. C'est là qu'il y a le cinéma. Ben là, c'est rendu Cégep Montmorency. Il y a genre un Renault Dépôt, c'est rendu un Rona. Il y a comme une SAQ dedans. C'est ça. Puis il y a le Dark Zone au sous-sol. Fait que le monde va juste à la SAQ faire le line-up. Ouais, là, c'est ça qui run du trafic. Puis il y a des classes du Cégep Montmorency aussi. Là, fait qu'il y a quand même des étudiants qui vont là. Mais moi, j'avais tout le temps dit, genre, si je me présentais vraiment à la mairie de Laval, la seule affaire sur mon programme, ce serait de détruire les galeries Laval. Oui. Puis de faire Villeray, mais à Laval. Fait que genre des rues serrées, des triplex. Ouais. Parce que le développement immobilier de Laval, justement, est full basé sur des projets de développement de condos. Ouais. Tu vois sur le bord de la 440, tu vois qu'est-ce qu'ils ont construit à côté de Pontvio, tous ces condos-là. Puis c'est sûr, ça coûte full moins cher à la ville. Ouais. T'as juste à brancher une grosse bâtisse aux aqueducs, puis tout, puis boum, tous ces comptes de taxes s'ouvrent. Mais c'est pas une belle vision de développement urbaniste. Puis même le centre Laval, il sert à rien, il passe dans le bord du Carrefour. Il y a jamais le parking. Mais c'est parce que dans le fond, le centre-ville de Laval, techniquement, c'est tout ce carré-là de Momo jusqu'au Carrefour. Avec le Centropolis. Ouais, c'est ça. Ouais. Le Carrefour, le Centropolis, tout ce carré-là. Mais vu qu'il y a les centres d'achat, puis qu'il y a l'autoroute, ça paraît pas comme si tu pouvais marcher vraiment de Momo jusqu'au Carrefour. Quand techniquement, c'est pas tant loin. C'est juste que c'est tellement mal développé, puis il faut que tu passes en dessous d'une autoroute, puis il y a des parkings, puis tout, que t'as l'impression que c'est une full longue marche. Moi, je me rappelle quand moi, je suis allé au Collège Le Temple, qui est genre dans ce coin-là. Puis mon père habite
t'es pas tant loin. Comme maintenant, quand j'y vais, je marche de le Momo jusqu'à chez mon père. Mais quand j'étais ado, genre, on est 1-2, tu me dis, hey, marche jusqu'à là-bas, dans ma tête, c'était comme une full longue marche. Ben oui, parce que tu avais des autoroutes, c'était pas une belle marche non plus. Non, c'est ça. Moi, ma tante, ma marraine, vivait dans le centre Laval. Avant, il y avait un habitant dans le centre Laval parce qu'elle faisait le ménage. Fait que quand nous autres, on allait visiter cette tante-là, premièrement, tu sais, elle avait des rideaux en billes. Ça m'a marqué. Puis on parquait, on était le seul char. Fait que là, fait qu'on courait, on jouait dans le centre Laval vide. Puis elle avait un appart. Il y avait un petit appart dans le centre Laval pour la personne qui fait le ménage. Quel lord, c'était ma tante. Ouais. Fait que tu sais, c'est pour ça. Des intros en balado, faut-tu faire ça? Parce que je dis ça parce que tu m'as un peu t'as été un peu une inspiration. C'est grâce à toi que j'ai une chaîne YouTube. Mes boss, ils me trouvaient trop boomer, mais t'as suggéré ça, je pense à Rosalie m'a donné, vu que t'es leur idole, ils t'ont écouté. Fait que là, mais tu sais, je sais pas si tu regardes des fois qu'est-ce que parce tu fais, que tout moi, ça, parce que dans le fond, moi, quand j'ai fait les nouveaux souverainistes, j'avais full peur de drop ça sur la chaîne YouTube d'Urbania parce que j'étais comme, c'est trop bon, ce serait dommage que l'algorithme nous choisisse pas. Fait que dans ce temps-là, j'étais comme un peu en... Tu sais, même justement avec les gens qui lisent Urbania, j'étais comme, peux-tu je le mettre sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, il va mieux. Fait que là, j'étais dans cet état d'esprit-là, puis j'étais comme, Hugo, pourquoi tu mets ta podcast sur cette chaîne YouTube? Faut essayer d'en créer une nouvelle. Parce que j'étais convaincu qu'elle était curse, la chaîne d'Urbania. Elle l'est un peu. Là, ça va mieux. Je sais pas, je suis pas les stats comme ça. J'ai pas de bonnes stats sur YouTube, mais là, Rosalie me fait croire qu'on a des bonnes stats d'écoute audio. Mais tu sais, elle me dit pas les chiffres, fait que je sais pas. Ouais, faut c'est numérique all over. Elle t'aime. Oui, ben c'est ça, on va en reparler de ça. Mais elle t'aime tellement, Rosalie, que j'ai eu Céline Galipo hier, tu sais. Je veux rien t'enlever, mais toi, je pense que ça. Pas intemporel, mais ton documentaire, il est là, il existe. Fait que là, j'étais là, on va faire Céline cette semaine, vu qu'elle fait la run d'entrevue, puis elle était comme, ben non, Mounir. Fait que là, elle voulait bumper Céline. Fait que là, That's crazy, oui. Rosalie. Ben oui, mais là, c'est ça. T'es d'accord avec moi? Il me semble on va mettre Céline vu qu'elle est partout, puis toi, ben, tu puis moi, je suis pas partout. Ben, t'es un peu... non, pour vrai, moi, je pense que c'est bon. Mais oui, c'était ça aussi, le caractère de faire ça avec l'ONF, c'est comme, ça reste là. Ben, c'est ça. J'écoute le Café Snake, t'es rendu à quoi, 90 épisodes à peu près? Lui qui est sorti aujourd'hui, c'est 92e. 1 sur 2 qui est sur Patreon. Exactement. Moi, il y en a un que j'ai écouté à un moment donné, parce que je t'ai pas parlé depuis longtemps, mais quand tu parles de la démission de Legault, j'étais 100% avec toi quand tu disais qu'il avait géré la pandémie avec l'humeur des réseaux sociaux. Ça fait longtemps que je parle de ça, puis je passe pour un coucou, puis tout ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu donnais l'exemple de Martin Matt qui a fait une sortie dans sa cour, hey, le couvre-feu, ça suffit, puis 4 jours après, je trouve que ça a marqué, moi, il y a une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, dans le temps, j'ai couvert en direct. Non, c'était... Puis si tous les autres politiciens disent ça maintenant de la CAQ, c'est rendu vraiment ça les a caractérisés, gouverner à la petite semaine, gouverner au sondage, whatever, puis aux réseaux sociaux. Puis quand dans la commission Galant, je sais pas si tu as écouté le témoignage de François Legault, François Legault dit clairement, je lis des tweets le matin puis je les envoie à mon cabinet, ce Twitch de Mitch Garber m'a fait chier, qu'est-ce qu'on fait à propos de ça? Il était sur Twitter. Moi, à un moment donné, un des directeurs de com de la CAQ, il annonce que genre il va changer, c'est pas lui qui est actuel, mais lui d'avant, il annonce que comme il va pas il arrête, dans le fond, il y a un nouveau mandat, whatever, professionnel, il quitte le cabinet. Puis là, j'étais comme, c'est lui le directeur des coms du cabinet. Je clique sur son profil Twitter, puis il m'avait bloqué. Ah oui? Puis j'avais jamais interagi avec. Fait que j'imagine que mes tweets le gossaient, genre, ou whatever. Mais tu sais, c'était du monde qui était vraiment sur Twitter. Puis tous les politiciens, en fait, sont encore full sur Twitter. Puis les journalistes, ils ont désinvesti, les artistes ont désinvesti. Il n'y a pas d'influenceurs québécois sur Twitter. On n'a pas d'écosystème mémétique sur Twitter au Québec. Puis je comprends l'aspect politique qui s'est passé il y a 3 ans, mais moi, je suis comme un peu contre ça parce que cet espace-là va pas arrêter d'exister, tu sais. Le compte Twitter qui génère le plus d'engagement au Québec en ce moment, c'est genre Jeff Fillion, tu sais. Mais c'est pas comme s'il y a pas des plus gros stars au Québec que Jeff Fillion qui pourrait driver de l'engagement. C'est juste que là, il y a un récit qui occupe Twitter, tu sais. Il n'y a pas de discours alternatif. Pourquoi pour toi c'est intéressant de garder des jeux sur Twitter? Ben, je pense juste que avant même que Elon l'achète, moi je disais ça, c'est comme Elon, pas Elon, Twitter, je pense que c'est la forme optimale de comme diffusion de genre langage de littérature qui a jamais comme été inventé. Comme je trouve c'est full important. Beaucoup de qu'est-ce que tu vois qui va comme se verser dans le reste de l'internet émane de Twitter. Beaucoup des memes, beaucoup des, tu sais, les commentaires qui sont repris, peu importe, vont tout le temps beaucoup être influencés par c'est quoi l'attitude de Twitter sur ce sujet-là. Puis tu vas retrouver ça dans des slides sur Instagram, dans des edits sur TikTok. Fait que je pense que l'internet a tellement été structuré autour de Twitter depuis 15 ans que ça
ça arrête pas toujours. Tu sais, comme toute la culture, mettons, du célébrité, de pop culture, de stan culture, genre, est encore active sur Twitter, même si c'est des gens qui détestent Elon. Ouais. C'est ces gens-là qui ont fait blow up, genre Zara Larsson, tu sais, que là, c'est la plus grosse pop star, elle va être à Oshaga, tout le monde va capoter. Mais tout ça, ça a émané d'un meme qui est sur TikTok à la base. C'est là qu'il est devenu très immense, mais qui venait de Twitter à la base, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Genre, moi, je vois vraiment cet effet-là de... Oui, il y a moins de monde sur Twitter, mais je pense qu'il y a quand même une grosse influence sur le zeitgeist. Qui reste, est-ce que tu penses que de déserter Twitter, c'est de donner un chèque en blanc à des idées peut-être plus radicales de droite? Ben, je suis pas un chèque en blanc, c'est une plateforme. Eux, ils font leurs affaires, tu sais, comme dans une démocratie, si on organise les idéologies, eux, ils ont leur espace là-bas, ils buildent leur écosystème. C'est juste moi, qu'est-ce que je dis, mettons, dans la graphique, c'est qu'il n'y a pas d'autres écosystèmes, il n'y a pas d'autres discours. Si mettons, Ruba Gazal tweet quelque chose live, là, elle va se faire ramasser à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de contre-discours à ça. Puis c'est pas mal. Moi, je vois les comptes qui commentent. C'est un écosystème assez petit, le Twitter. Là, tu finis par reconnaître les comptes. T'sais. Ruba Gazal a aimé ton documentaire. Ah ouais? Elle en a parlé ce matin. Elle a fait une plus grosse publication avec plein de slides. Je te jure, c'est super flatteur. Let's go. Tu vas voir ça. Blue Sky, t'avais-tu fait un compte là-dessus? Ouais, mais... Ça a floppé, hein? Moi, j'ai un compte sur Blue Sky, mais tu sais... Non, mais ça a floppé, mais ça dépend qui t'aime, tu sais. Comme justement, Daphné, elle, plein de journalistes qu'elle suit, de penseurs, d'intellectuels, sont tous sur Blue Sky full-time. Même aujourd'hui, là? Mais des fois, dans le Café Snake, ils disent « Ah, j'ai vu ça sur Blue Sky, whatever. » Mais moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé de Blue Sky, c'est, mettons... Là, son nom m'échappe, là, mais tu sais, le gars qui anime moteur de recherche, comment il s'appelle? Mathieu Dugal. Oui. Qui a fait une espèce de 30 tweets de suite pour annoncer qu'il quittait Twitter pour aller sur Blue Sky. Tout ça s'est passé dans une période de 48 heures. Puis moi, je suis souvent un hater dans la base. Fait que quand j'ai vu, comme, genre, j'aime ça être comme à contre-courant. Quand je voyais toutes ces figures radio-canadiennes faire comme, moi, je m'en vais d'ici, blablabla, j'étais comme, ah, les gars, mais arrêtez. Faire un statement. Ben, c'est comme tous ceux qui ont annoncé leur départ des réseaux sociaux. Premièrement, sont tous revenus, mais tu sais, d'en faire le spectacle, je vais quitter, c'est comme si tu veux que les gens te retiennent, non, ne pars pas, on s'en fout. Ben oui, il y a tellement de contenu, c'est genre le monde, il réalise même plus qu'ils t'ont oublié, puis au pire, ils savaient même pas qu'ils t'ont oublié, puis si tu reviens à un moment donné comme, ah, ok, ouais, c'est vrai, je connais cette personne, tu sais, mais je pense que c'est les réseaux sociaux qui nous font nous envisager comme ça, puis je suis full de même à plein d'endroits, si tu deviens obsédé par toi-même, tu sais. Comment tu te mets en scène sur les réseaux sociaux, ça prend full d'importance dans comment tu te perçois comme individu. Oui, puis ça, quand t'es vraiment dedans, c'est un peu toxique. Un peu, beaucoup. Ça dépend à quel degré tu y vas, genre. Mais ça amène pas à une bonne condition mentale. Non, je suis d'accord. As-tu vu la nouvelle chaîne d'humour de KO TV? Ouais, j'ai vu Pas allergique au fun? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je leur souhaite du succès. Tu leur souhaites du succsès? Non, mais c'est drôle parce que aussi l'autre entourage a fait funner, tout ça, il y a cette idée-là. Peut-être que c'est l'appel de projet de la SODEC, comme on va créer des structures corporatives sur Internet. Ouais. Je sais pas pourquoi soudainement, mais... Ben, il manque de tribunes pour des humoristes aussi, je pense, au Québec. Ben, pour des podcasts, pour vrai. Des podcasts. Je trouve ça... Il m'en manquait. Ouais. Mais j'ai hâte de voir. Je pense que... là, c'est sûr que ça a l'air d'une espèce d'écosystème de contenu pour les gens qui sont signés à KO, fait que ça devient comme une espèce de vecteur de marketing. Moi, KO Sport, en tant que tel, j'adore Mathias, c'est le serpent, j'écoute la poire et le fromage, fait que j'ai interagi. C'est sûr que Tony Marinaro, c'est le GOAT, puis c'est lui qui a vraiment compris comment les médias fonctionnent. C'est fou, hein? En 2026. Puis c'est ça le modèle, moi, que genre, tu sais, comme lui, il bâtit Sick Network, puis genre, il n'y a pas besoin de personne, là, tu sais, moi, c'est plus... Tu sais, hier, il était en live sur Instagram dans son spa, man, il chill, genre, tu sais, c'est comme, moi, la figure que j'aspire le plus à être, comme, c'est Tony Marinaro. Il a compris, non, mais c'est ça, c'est un bon personnage, tu sais, j'adore, c'est ça. Puis genre, puis il choisit ses pockets, parce que Tony Marinaro pourrait bien être plus à la télé, puis dans les médias, s'il voulait, mais tu sais où est-ce qu'il est? Il est dans le documentaire sur le Crave du Canadien, tu comprends? Mais y en es-tu conscient, ou c'est justement parce qu'il en est pas conscient que ça le rend attachant, beau, puis parfait pour les bonnes c'est une des personnes les plus intelligentes en médias au Québec. Fait qu'il comprend tous les réseaux sociaux. C'est fou, pareil, quand c'est un bonhomme, là, qui a tout compris. Mais c'est une affaire de... Les gens qui aiment les livres de développement personnel, là, 48 Laws of Power, là, c'est genre appear, genre dumber than you are, genre never show your max power level, genre c'est comme, il y a beaucoup de... Ou genre, même dans tous ces livres-là qui sont comme un peu des espèces de comme... ouvrages de référence, c'est comme How to Make Friends and Influence People, tu sais, tous ces livres qui sont comme des... Tu vois les gens qui bougent avec ces livres-là en tête, mais je pense pas que Tony... Mais lui, des fois, je le vois qu'il s'expose, genre, mettons, dans ses lives ou whatever, il va jamais...
tu comprends qu'il nous donne pas toute la sauce. Genre. Non, il s'en garde, là. Il comprend. Puis là, boum, soudainement, c'est lui qui diffuse les matchs du Rocket à la radio. Boom, sick network acquisition. Tu sais, pis t'es comme moi, ok, fait que ça veut dire, il a fait tous ces meetings-là, il est allé, tu sais, il a parlé à beaucoup de monde, là, tu sais. Fait que c'est ça l'enfant. C'est drôle, pareil, que du monde de ton âge tripe sur Tony, sur le Canadien. Ouais. Tu viens de... Ben, t'es un fan de hockey, on en parlait avant que ça commence. Toi, tu capotes. Présentement, t'es dans la grosse fièvre, là? Ça fait 3 ans que je suis rembarqué dans le wagon. En fait, depuis qu'on a drafté Ivan Demidov. Ah oui? Ça fait pas déjà 3 ans? Non, mais depuis qu'on l'a drafté. Ouais. Il est arrivé il y a genre l'autre saison d'après. Genre, la saison après son draft. Okay. J'ai checké toutes les games. Fait que tu savais que ça... Ouais. Ben, quelle main! Mais tu sais, on dirait qu'il a de la misère à scorer, mais il est tout le temps... Il est spectaculaire. Ah, mais là, il se met tellement de pression. Mais c'est ça que j'adore avec Demidov, on parle d'hockey. C'est que toute la saison, en fait, s'il n'y avait pas de points pendant 3-4 games, tu le voyais qu'il était fâché. Ah, ça, il avait faim. Puis c'est comme un peu Cole comme il était, genre il y a 2 games. Ça a emmené Cole, il a fait un tir, il a failli rentrer, il a levé les mains dans les airs. J'ai jamais vu Cole faire ça. Tu sais, fait que c'est comme les gars, ils ont faim, puis je sais pas... Tu sais, comme moi, j'aspire tellement à ce que le Canadien gagne la Coupe Stanley. J'aimerais tellement ça. Genre, tu crois à ça, là? On est rendu là? Ben, cette année, je me demande si les gars, ils pensent qu'ils peuvent gagner la Coupe Stanley. Ben, moi, je pense qu'ils peuvent, mais j'avais peur. Puis là, on est à soir, c'est la Game 4, mais genre, j'avais peur que battre le Lightning, c'était comme, hey, tu sais quoi, on est encore ahead of schedule. On a gagné une série. C'est ça qu'on avait dit au tournoi de golf, qu'on voulait gagner une série. Là, on l'a fait. Hey, puis j'avais peur que genre ce soit... Puis tu sais, somme toute, on aurait été fâchés qu'ils perdent contre Buffalo, puis on sait pas ce qui va se passer. Mais 1, 2, 3... rendu au draft, on aurait fait, hey, quand même, on a progressé. Là, on mange Buffalo, là. Là, ça, c'est pas mais pire, ça peut switch rapidement. Ces gars-là. Ben, j'avoue qu'il y a une effervescence ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Je pense que même à un moment donné, dans les années... quand on a failli, à un moment donné, en 2021, quand tout le monde était dehors, là, puis il faisait beau. Ça, la COVID, c'est fou. C'était comme une surprise. Tandis que là, tu sais, Dobèche, l'ovation, puis sa face de vainqueur, là, on voit les mamans. Je trouve qu'il se passe toute l'année, c'était ça, man. Tu sais, on est la meilleure équipe, on est la meilleure ville pour avoir du hockey, la meilleure nation de hockey. Il y a même pas de compétition. Les Américains sont mad, les Canadiens sont mad. It is what it is. Tu paierais combien pour aller voir ça? Les Canadiens, moi, j'aimerais ça qu'on me donne des billets. Non, mais live, là, pour aller dans les rouges, voir une des games, je pense que je paierais genre 400$. Un billet. Hier, il y a une madame que je connais sur Facebook qui postait 4 billets, elle voulait les vendre ensemble. Fait que là, j'écris, je DM, là, juste pour une folie. Moi, je suis bon dans de même, là, quelque chose de spontané et impulsif. Puis c'était 2002, je pense. Pour les 4? Pour les 4. Puis je me suis demandé si c'était dans les 300. J'étais comme, c'est-tu bon, ça? Non, c'est pas... Puis mettons qu'ils mais c'est bon, ça dépend. En avant des 300, c'est nice. Ouais. Mais c'est ça, mettons qu'ils perdent, mais après, c'est les playoffs, c'est pas la commence saison. Mais moi, je voulais y aller pendant la saison, mais après, c'est comme... je voulais justement organiser, tu sais, avec mes amis, genre une affaire à plusieurs, puis là, ça devient tough. Tu sais, 2, ça le fait. Mais justement, c'est là que tu réalises, maintenant, je vois, tu sais, tout le monde qui a des billets de saison font tellement d'argent avec leurs billets de saison, puis ils vont même pas voir les games. Puis j'ai entendu quelqu'un qui avait des billets de saison qui est comme, ben moi je les revends toutes, puis si je veux finir par aller voir une game, m'acheter des billets. Tu sais, c'est comme genre... Imagine. Ben, c'est parce qu'ils font du fric comme ça se peut pas. Ouais, c'est rentabilisé. C'est parce que si t'as la dernière game, puis tu payes 2000 pour 4 billets, puis t'as le match qu'on vient d'avoir, tu te dis, bon, on vit un moment historique, tout ça, mais s'ils perdent 4-1, c'est sûr qu'après ça, tu dors mal le soir, on va claquer. Bon, Mounir, tu viens de faire le documentaire Après moi le déluge qui explore la crise vécue par la télé et son intérêt auprès des jeunes. C'est super bien fait. Merci. D'où vient c'est ton idée? On t'a approché? Comment ça s'est passé? Dans le fond, moi, en 2024, genre janvier 2024, j'ai fait une vidéo qui s'appelle La Tour s'effondre, qui est comme un essai vidéo qui aborde ces thématiques-là, mais c'est quand même des thématiques que j'ai toujours abordées un peu sur ma chaîne YouTube. Tu sais, jusqu'à genre, ça remonte à 2019, là, dans les premières vidéos que j'ai fait ever, je parlais de ça, du traitement qu'avait l'avènement technologique qu'était l'Internet dans notre industrie culturelle. C'est un sujet qui m'a fasciné. Puis quand j'ai fait La Tour s'effondre, il y a un producteur de l'ONF qui l'a vu, Pierre-Mathieu Fortin, qui m'a écrit. Puis on s'est juste rencontrés. Puis là, il était comme « Hey, non, je vais juste te rencontrer, whatever. » Puis là, on a commencé à parler. Puis là, moi, direct, j'étais comme « Hey, je sais pas combien de meetings je vais avoir avec un producteur de l'ONF. » Fait que là, moi, j'ai commencé à pitcher des films. J'étais comme « Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. » J'écrivais des documents de pitch, là. Puis là, à m'emmener, comme peut-être 4-5 mois après, c'était comme « Hey,
parce qu'on filme, là, l'affaire l'initiative que mon documentaire fait partie, c'est une joint venture entre le laboratoire d'innovation de l'ONF puis l'unité de documentaire francophone de l'ONF. Puis le laboratoire, ça fait pas longtemps que ça existe, ça fait 2 ou 3 ans, je pense. Fait que là, il m'a dit, il y a un laboratoire qui travaille sur cette idée-là de comme avoir une ligne de programmation directement sur YouTube. C'est la première fois que l'ONF ajoute une ligne de programmation de leur histoire. C'est une première, ça? Ouais, c'est le premier documentaire de l'ONF original pour YouTube. Puis c'est ça, puis il y avait Simon Coutu qui travaillait avec le lab. Moi, je travaillais avec Pierre Mathieu. Puis là, ils nous ont tout dit comment on va faire cette affaire-là. Fait que là, on a... Puis il y a Anne Lovely-Étienne après qui s'est comme rajouté à l'équipe. Fait que genre, on a les 3 fait un film en même temps. Plus d'autres contenus déclinés qui vont sortir genre dans les prochains mois. Puis ça a commencé avec ça. C'est drôle parce que j'ai vu une critique de Cube, mais sur YouTube, qui te reprochait de faire un film de l'ONF directement sur YouTube. Tu parles de Dutrisac? Oui, mais quand ça a été annoncé, mais je pense qu'il était fâché contre Carney plus que contre l'ONF. Je pense que j'ai vu sa critique sur YouTube, fait que je trouvais ça quand même assez paradoxal. Non, mais je comprends l'idée, là, parce que lui, il dit « Ah, mais ça sur tout.tv, mais ça sur hors TV. » Mais tu sais, le film va sortir sur l'app de l'ONF en septembre. OK. C'est juste qu'il y a une espèce de 3 mois de YouTube, puis il va être après disponible, puis conservé dans les archives, puis le site de l'ONF. C'est brillant de faire ça, d'essayer des affaires. Juste aux États-Unis, je pense que les Oscars vont être diffusés à un moment donné seulement sur YouTube. Ouais, l'année prochaine, je pense. Fait que je pense que d'avoir des initiatives du genre, ça tombe dans le sens, puis c'est dans l'air du temps. Là. Ça fit avec ton profil aussi. Puis c'est ça, puis c'était quand même, vu que c'est un projet pilote, c'est pas comme, oh my god, c'est set in stone, les 15 prochaines années, il y a ça à l'ONF, c'est un projet pilote. Fait que beaucoup de faire ça, c'était aussi beaucoup d'incertitudes, genre. Tout le long, même j'écrivais le scénario, jusqu'à temps qu'on ait vraiment, genre, ok, les jours de tournage, c'est là. J'étais comme, ça se peut que ça se passe pas, tu sais. Fait qu'il y avait quand même cette anxiété-là dans tout faire ce film-là, mais je pense que ça a aidé le film, genre, parce que moi, je suis tout le temps assez relent. Hey, ok, je veux passer du temps à l'ONF. C'est qui décide à nous? Et moi, la rencontrer la personne qui décide, c'est quoi? Fait que, mais c'est des institutions, whatever. Fait que je pense que ça a rajouté un peu aussi à l'espèce de pression, genre, que c'est comme, il faut que genre, tu présentes ça à la commissaire puis qu'elle fasse comme, oh my god. Mais, tu sais, t'es brillant, ça, on le sait, mais tu poses des bonnes questions. T'es un bon intervieweur aussi, parce qu'on dirait que tu te prends pas au sérieux, mais tu poses des crises de bonnes questions. Là, je revenais tantôt avec la madame de Numéris. Mais avant, je voulais savoir pourquoi ton titre. On dirait, je le vois un peu ironique, mais après moi le déluge, pourquoi? Dans le fond, c'est parce que ce documentaire-là, puis la conversation podcast avec Catalina Brisegno puis Karine Dubois, quand tu y penses bien, c'est beaucoup sur une période très clé qui s'est passée, puis c'est entre 2000 puis 2010. Où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient dû être faites. Puis moi, je m'intéressais full à la base. C'était quoi l'état d'esprit? C'était quoi les discours qui se passaient dans les institutions culturelles à ce moment-là? Parce que qu'est-ce qui se dit maintenant? C'est intéressant, whatever. Moi, je trouve pas tant ça intéressant de parler de découvrabilité puis de financement. Pas que c'est pas intéressant, mais genre, tu sais, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais moi, c'est genre là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis à force de faire des entrevues de recherche pour ça, de plein de gens qui sont comme pas dans le documentaire, ben, elle m'a mené après une discussion comme qui était comme un peu absurde. Tu sais, j'avais comme cette émotion-là que, hey, dans le fond, vous me dites toutes que tout le monde le savait en 2005, qu'est-ce qui allait arriver maintenant? Fait que pourquoi qu'on n'a pas comme revu de fond qu'est-ce qui se passait? Puis c'est un peu comme si la mentalité, tu sais quoi, après moi, c'est pas mon problème. Donc ils ont géré ça peut-être à la petite semaine ou avec une vue à court terme. Mais je comprends full les impératifs corporatifs puis humains d'avoir des immenses structures où est-ce qu'il y a d'immenses chaînes de valeur qui dépendent plein d'emplois. Tu veux pas faire comme hey, en fait, on vient d'assister à la plus grande avènement technologique depuis l'invention de l'imprimerie. Fait qu'il faut vraiment revoir de fond comment qu'on voit les médias au Québec. C'est tough comme pitch. Puis même justement Sylvain Lafrance qui est dans le documentaire, qui lui était directeur du service francophone de Radio-Canada à ces années-là, c'est lui qui a l'idée l'avènement de tout.tv quand même en 2008, qui est quand même révolutionnaire. Puis lui, c'est lui aussi qui était un des plus gros chantiers de la fin de sa carrière, c'était de juste que le Radio-Canada considère Internet comme faisant partie de l'offre qui est comme radio, télé, information, whatever. T'sais, lui, il l'a amené au même pied comme juste genre bureaucratiquement, genre. Puis ça, juste dans la boîte, il y avait full de résistance, tu sais. Fait que c'est comme, j'imagine, lui, il me parle de ça, il est comme, c'était le plus gros challenge de ma carrière. C'est clair. Puis c'est comme, fait que c'est quand même, moi, c'est cette période-là qui me fascinait le plus. Fait que, genre,
Puis le documentaire a comme une affaire d'histoire puis de nostalgie, parce que je trouve ça plus intéressant puis riche que juste parler, mettons, du GTAC ou parler de la loi de la 106, whatever, genre. J'aime que tu parles aussi, tu sondes directement les jeunes. Tu confrontes un peu sur le fait qu'on les tient responsables de la crise des médias, puis au début, ça commence de manière assez frontale de même, où il y en a une qui dit ça gosse, ça me fait bien rire, mais c'est vrai pareil que on le fait peu, ça, d'aller rencontrer les jeunes puis d'essayer de comprendre justement comment qu'eux autres ils vivent tout ça. Ben, ils l'ont fait, tu sais, mettons, avec ATM, là, quand ils connaissaient pas Véronique Cloutier, il y avait eu un reportage de l'information de Radio-Canada qui était allé filmer dans une classe de cégep. Il y a un clip, justement, qui est dans la tour s'effondre que j'avais mis, qu'on voyait un jeune, tu sais, comme très candidement dire comme c'était quoi son rapport aux médias, tu sais. Fait que, je pense... Il y avait de quoi dans... Oui, on va pas souvent les filmer, mais je pense que... Il y a de quoi dans, genre, dans le documentaire, je pense que c'est le récit qui est offert, genre. C'est que, de un, ça part par comment je parle avec eux. Genre, tu sais, c'est qu'on existe dans un univers culturel qui est différent de ce qui est produit à la télé. Juste par, de un, comment je parle, puis comment je traite ça, puis comment je leur parle à eux. Fait que je pense que c'est ça qui est comme le plus intéressant, genre. C'est comme si... Tu sais, comme ma chaîne YouTube, c'est un autre univers culturel, puis là, j'ai essayé d'amener ça à un format genre documentaire puis film, puis genre, tu sais, c'est pas comme si je suis pas capable de m'exprimer sans dire comme, puis genre, puis full d'anglicisme, tu sais, je serais capable, mais il y avait un point de comme, juste, non, je veux dire, t'es dans ton flop era dans un documentaire de l'ONF, fait que ça, je pense aussi que ça rajoute dans l'immersion, de comme si t'avais une espèce de lentille dans un autre univers culturel, genre, fait que je pense que c'est ça qui les a comme mis en valeur. Le fait qu'on jase en groupe, puis c'est comme, hey, oh, tu connais Sophie, ce TikToker, que genre, comme tu pourrais aller dans n'importe quel business de médias, si on n'a aucune idée c'est qui, mais que tu vas dans une école de l'Est de Montréal, puis c'est comme, ouais, Sophie, je connais Sophie, ben oui, j'ai vu ses TikTok. Fait que tu sais, les gens étaient à l'aise. Il est en confiance avec toi. On remet un extrait de ton passage à Tout le monde en parle avec Kenji Nord Lagacé, où tu as vraiment bien parlé. Avec Lou Adrian, pas Lou Adrian, excusez. T'es sûrement devenu un peu mainstream d'ailleurs à ce moment-là, parce que, tu sais, mettons, ma mère était comme, il est bon, lui, il est intelligent. J'étais là, oui. Mais c'est intéressant, justement, tu viens de l'évoquer. Tu parles de plusieurs cultures québécoises. Je te cite, est-ce que les jeunes ne s'intéressent pas à la culture québécoise ou la culture québécoise ne s'intéresse pas à la jeunesse? As-tu la réponse à cette question-là? Ben moi, j'aurais tendance à croire le deuxième. Là. Parce que je pense que... Aussi, puis pour revenir pour cette citation au complet, j'ai comme évolué dans ma réflexion. Puis cette citation est sortie vraiment claire puis courte, parce que justement, ça faisait 2 ans que genre je faisais des meetings puis je pitchais ce film-là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme, boum, c'est sorti de même, mais je sais pas de quoi que j'avais comme pensé avant, genre, il faut que je dise cette phrase, tu sais. Mais, fait que le début, en parlant de culture en parallèle, moi, c'est tout le temps une image que j'ai utilisée quand j'étais sur YouTube, parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'intersection, genre, je trouvais que j'existais vraiment dans un monde culturel différent que, mettons, la télé puis la radio, mais après, en y réfléchissant puis en voyant les réactions à cette citation-là, qui a été full bien reçue par, mettons, du monde de mon âge puis de mon univers, puis tous les âges, en fait, mais il y a quand même eu un pushback de plein de gens qui me voyait comme, c'est qui, genre, ce gars-là originaire du Maroc qui dit qu'il y a plusieurs cultures québécoises. Puis ça évoque un peu le multiculturalisme de Pierre-Éliott Trudeau, tu sais. C'est comme si je faisais l'éloge de ça, de comme, ben non, il n'y a pas d'identité nationale. On est tous là, ici, sans rattachement au territoire puis à l'histoire, puis tout ce qui nous lie ensemble, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, tu sais, comme dans un... Puis, non, mais genre, whatever. Puis ça m'a fait réfléchir aux mots, genre, puis au langage. Puis je pense que parler de différentes cultures, c'est comme l'admission d'une défaite. Moi, je pense qu'il faut parler de différentes expressions culturelles. Parce que même s'il n'y avait pas de bouleversement ethnique du Québec, là, même s'il n'y avait pas eu d'immigration dans les 40 dernières années, mais quelqu'un qui vit à Longueuil, puis quelqu'un qui vit en Abitibi, puis quelqu'un qui vit aux Îles-de-la-Madeleine, puis sur la Côte-Nord, ces gens-là sont tous québécois, mais ils ont une expression différente de la culture québécoise basée sur le rapport au territoire, à la famille, à l'histoire, aux ancêtres, tout ça. Tout fait que puis je pense que ça s'applique aussi à quelqu'un qui a immigré, qui ses parents ont immigré, qui est né à Laval, puis qui est québécois, mais qu'il y a un full gros sentiment d'appartenance à ses ancêtres marocains, whatever. Fait que c'est genre, moi je pense que juste pour comme tous nous unir, je pense que parler de différentes cultures, ça fait en sorte que comme on admet quelque chose, comme si ça fonctionnerait pas, genre. Ben, puis ça serait paradoxal de
t'as trouvé que tu fais l'apologie du multiculturalisme dans l'optique où t'as quasiment remis la souveraineté sur la map avec le documentaire ici. Ouais, mais la souveraineté puis le multiculturalisme, c'est pas la même chose. Un Québec souverain pourrait se dire vouloir être une société multiculturelle, tu sais, comme... À l'interne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Moi, je suis plus dans une espèce d'interculturalisme. Je pense quand même que... puis c'est pour ça que parler de nationalisme, c'est quand même un concept relativement récent. Puis c'est justement Daphne qui pourrait full te break down ça avec la littérature. Là. Mais genre, il y a un livre qui s'appelle Imagine Communities de Benedict Anderson qui retrace un peu comme l'avènement de ce concept de nation, genre. Ouais. Puis moi, personnellement, je pense quand même que nos sociétés sont rendues tellement complexes puis tellement immenses à l'échelle de l'histoire que le socle commun de l'idée d'une nation, c'est la meilleure façon de qu'on évolue le mieux, genre, ensemble. Derrière cet idéal-là qui est comme ineffable, qui est genre juste comme, ouais, je suis québécois, tu sais. Puis on se dote de structures, genre, pour tous bien vivre ensemble, selon, genre, des valeurs communes, tu sais. Puis je pense que le 20e siècle, comment surtout la première moitié a évolué, ça a fait en sorte que comme wow. Puis surtout Pierre-Éliott Trudeau, c'est ça qui le nationalisme, ça mène à Mussolini, genre, tu sais. Fait que là, lui, c'est avec ça qu'il a rapatrié la Constitution comme état. Puis je sais pas si t'as lu le livre de Jean-François Lisée là, sur Trudeau-L'évêque, là. Non. Genre, c'est ça, lui, qui parle de Trudeau. Et comme Trudeau, il y avait une aversion pour les nationalistes. Ouais. Mais juste l'idée même du concept puis moi, je pense qu'à cause de comment le 20e siècle a évolué, puis après la globalisation, le néolibéralisme, tout ça, on s'est comme éloigné de ces idéaux-là. Puis surtout, une pensée plus de gauche s'est éloignée de ça, parce que se réclamer d'un nationalisme, ça ferait en sorte que tu ouvres la porte à un eux versus nous. Ouais. Qui est encore, honnêtement, je trouve que c'est encore un peu le cas. T'sais, on s'en va en élection, on a encore c'est ce rapport de force-là, ça va être le nationaliste de PSPP, puis des... Mais là, tous les candidats se disent nationalistes. Ouais, mais... Fait que le mot a quand même été dans la fenêtre d'Overton, là, tu sais, comme même... comme, même Ruben Gazal s'est dit nationaliste. Fait que c'est comme... Il y a quand même... je pense que le mot, il est plus comme à connotation, genre ethno-nationaliste seulement, genre. Mais il y a quand même un petit Mais il y a des ethno-nationalistes au Québec, tu peux pas le dénier, puis il y en a partout dans le monde, c'est ça l'affaire. Oui. Parce que vivre dans des sociétés full diversifiées démographiquement, encore une fois, c'est pas full vieux, là. Ouais, mais il y a encore le nous puis le eux, c'est encore très présent. Je pense que c'est hier que je voyais des gens qui bâchaient sur... il y avait le nombre de victimes de féminicide, puis là, les gens commentaient, puis c'était pas des sur noms les assez... ethnicités, Fait que là, c'était ça, mais tu sais, en 2026, hier, là, fait que je veux dire, c'est encore très ancré. J'ai l'impression que, c'est pas nous autres, c'est eux autres. Alors que je pense que s'il y a un mouvement nationaliste qui pogne à un moment donné, il faut que ça soit que... Mais je pense qu'il faut faire attention quand même à penser qu'une section commentaire aussi, c'est un reflet du genre... tu sais, parce que... Ça, c'est intéressant parce qu'on finit par penser que c'est ça. On est tellement là-dedans qu'à un moment donné, j'ai l'impression que tout le monde pense ces affaires-là puis qu'on est entouré de jambon redneck, là, tu sais. Ouais, non, ça, je pense que le Québécois moyen... passe pas son temps à écrire des commentaires comme ça. C'est rassurant que tu entends dire ça. Écoute, dans ton doc, tu tends le micro à des jeunes étudiants en communication de Cégep Montmorency. Un ancien gros boss, Sylvain Lafrance, t'en parlais tantôt. Un autre de Télé-Québec, Denis Dubois, qui a vécu quand même les belles années de la télé-jeunesse dans une galaxie près de chez vous, Radio Enfer. Et Alexis Lachance, qui est un créateur vidéo qui travaille avec Shine. Rassembler tout ce monde-là, ça a-tu été compliqué? Parce que je les trouve quand même très transparents. Sylvain Lafrance, peut-être parce qu'il travaille plus. Ben là, il est président du CA Téléfilm Canada. Quand même, OK. Parce que les gens, ils se livrent beaucoup à toi. Ben, je pense que c'était ça l'exercice d'en faire ce documentaire-là que j'ai réalisé, qui était différent de faire des vidéos YouTube, par exemple. Puis ça dépend, parce que j'ai quand même fait, mettons, ma vidéo YouTube au Sénégal, qui était là, il y avait quand même ce rapport où est-ce que, tu sais, si tu veux quoi de bon, tout passe à propos du lien que tu as avec la personne. Sylvain Lafrance, quand je l'ai rencontré au HEC, j'ai passé 2 heures à jaser avec. Là. On a beaucoup parlé. Là. Ça se sent, là. Il a l'air très, très à l'aise. Il comprenait très bien c'était quoi mes intentions. Puis même avec Catherine Marleau, numériste, j'ai parlé pendant genre longtemps avec elle avant de faire ça. On a fait des rencontres, des appels. Elle comprenait exactement c'était quoi la vision puis les intentions de ce projet-là. Fait que je pense que... Puis moi, c'était ça. Puis même dans les journées de tournage, puis tout, c'est comme tout l'aspect humain de ça. Puis même les premières, ça m'avait surpris à quel point. Puis tu sais, je l'avais vu un peu avec ma podcast. Tu reçois quelqu'un, faut que tu small talk, faut que tu parles, faut que tu build un affaire. Mais c'était je trouvais c'est beaucoup moins genre...
ça m'a moins marqué que ces jours de tournage-là où est-ce que j'étais comme, oh my god, il y a plein de choses. Ok, il faut que je contrôle l'achat de la caméra, là, tout ça, mais aussi l'intervenant. Genre, ouais, il faut qu'on jase en même temps que, genre, je regarde tout ça, en même temps que, genre, tu sais, fait que c'est comme... tu checkais l'aspect technique aussi? C'est moi qui ai réalisé. Là. Ok, tu as réalisé ou quoi? Ah, c'est ça, c'est quand même double chapeau. Fait que tu veux que ça soit sa coche, plus que tu paraisses bien comme intervieweur, ce qui est réussi. Je pense que c'est comme ce projet-là, c'est l'accumulation de tous les muscles que j'ai travaillé tout seul sur ma chaîne YouTube, qui est comme, mettons, faire des entrevues. J'ai fait tellement de faits divers, comme tu fais en ce moment, des entrevues one-on-one, faire justement du montage vidéo, faire des choix éditoriaux dans les sujets, tout ça, genre, que j'ai travaillé sur YouTube. Là, j'ai comme essayé de tout le packager dans un affaire. Je trouve ça, on dirait que ça, maintenant, je comprends mieux le titre après moi déluge quand tu évoquais ces années-là, mais c'est vrai qu'avec Denis Dubois, tu y vas dans l'espèce d'âge d'or de la télé jeunesse, la fin. C'est vrai que c'est les derniers relents de quelque chose qui était fédérateur pour les jeunes. Produit par l'industrie culturelle. Par la télé traditionnelle, c'est ça pareil. Ça montre le fossé, dans le fond, qu'il y a aujourd'hui entre les jeunes envers la culture câble, qui s'est creusé entre la télé et le web encore plus, parce que je pense que c'est l'exemple de Fugueuse que tu donnes, que les jeunes savent c'est quoi Fugueuse, mais that's it, là, tu parles de Rouge Forêt à un moment donné, Bruit de criquet. Ben, je trouvais ça drôle parce qu'elle pitchait le show, puis j'étais comme, hey, basically, c'est Rouge Forêt, tu sais. Mais c'est quand même, tu sais, on était à Urbania, là, mais ça quand même, pour moi, la réflexion, c'est pas, oh my god, elle connaît pas ce show-là. Non. C'est genre, c'est quoi qui a été fait par Urbania ou par le diffuseur? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est que quand mettons là c'est Télé-Québec dans le cas de Rouge Forêt commande une série à un producteur qui est Urbania, mettons, qui a produit Rouge Forêt, ben la mission d'Urbania, puis c'est comme des termes, c'est ça que quelqu'un m'a expliqué, c'est un peu vintage, ben c'est de recevoir la commande puis de remettre la cassette. C'est genre, j'ai produit ta série, genre. Puis après, tout ce qui est la mise en marché, la diffusion, le marketing, tout ça pour toutes nos productions télévisuelles est dans le camp du diffuseur. Puis ça, quand t'as des diffuseurs qui ont des grilles de programmation autant complexes puis autant chargées, ben ça fait en sorte qu'il se crée une espèce de politique standard, des pratiques standards de mise en marché. Puis ça fait en sorte que, mettons, un show comme Rouge Forêt aurait peut-être pas le traitement puis l'intentionnalité qu'un show qui a ce potentiel-là devrait avoir en 2025 quand il est sorti, je pense, en 2024. Fait que c'est comme, c'est dans les pratiques de marketing. Puis ça, je pense que c'est peut-être, j'en parle avec Karine Dubois justement dans la podcast, peut-être que c'est une piste de réflexion, genre, est-ce que les budgets de marketing, ben là, c'est une erreur, c'est plate parce que, mettons, les 30 dernières années, toutes les boîtes de prod sont développées, ils l'ont fait sans développer d'expertise marketing. Est-ce que si c'était arrivé dans les 20 dernières années, ben il y aurait eu des pratiques différentes, et on aurait vu qui est meilleur, il y aurait eu l'innovation dans le marketing. Tu sais, parce que là, c'est comme vraiment, c'est le nerf de la guerre, genre, comme on parle d'attention, de clips, de whatever. Tu sais, c'est ça qui se passe en ce moment. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu arrives avec une foutue bonne série, mais après ça, t'as market mal, t'as commercialise mal, t'as diffuse mal. Moi, je dis pas que tu sais, comme, mettons, avant le crash, là, je viens de faire ça, là. C'est fucking bon. Mais genre, ça assure que ça va être un gros succès d'écoute. Mais genre, est-ce que c'est vraiment comme iconique en 2026 s'il n'y a pas vraiment de TikTok viral, s'il n'y a pas de meme, s'il n'y a pas de discours en ligne là-dessus? Est-ce que ça se rend, dans le fond, aux jeunes? Est-ce que ça participe à l'écosystème de contenu qu'on consomme tous? Ouais, c'est ça. C'est fou, hein, parce que c'est ça, pareil. Mais c'est bon. Puis je suis sûr qu'il y a full de gens qui l'ont... Tu sais, le monde pense... Ma position, c'est pas comme plus personne écoute la télé. Là. Non. Il y a encore des choses qui se font qui sont fucking bonnes, genre. Puis, mais c'est comme... C'est complexe parce que justement ça revient à ce qu'on parlait des années 2000 à 2010, c'est quand l'internet est arrivé puis que la bande passante a élargi puis que là tout le monde a commencé à pouvoir voir des vidéos en continu, ben, au lieu de voir ça comme la progression de nos rapports aux images, on l'a vu comme hey my god, il y a de la compétition sur l'attention des gens parce que la télé s'était tellement développée depuis 50 ans qu'on était comme ben là c'est rendu, c'est comme si ça avait toujours existé. Mais ça existe depuis pas si longtemps. Puis avant, c'était la radio. Puis avant, c'était la presse écrite. Puis avant, c'était les livres. Puis avant, c'était l'oralité. Tu sais, c'était comme whatever, genre. Fait que c'est comme... c'est dans cette lignée-là que l'Internet est arrivé. Puis elle n'est pas arrivée... c'est dans cette lignée-là que l'Internet est arrivé. Puis c'est vrai que, mettons, Vitrerie Joyal, là, qui sort, ça a l'air à pogner vraiment beaucoup pour la... Puis il y a comme... Je sais pas si tu remarques dans le vibe des gens qui disent qu'ils adorent ça, il y a comme une espèce de sentiment de... Vous voyez...
là, un service de streaming a fait de quoi, puis moi, j'aime Ouais. ça. Il y a comme une espèce de revendication du public, je vois, surtout, genre, de comme être fier, de comme aimer de quoi, que c'est comme, vous voyez, eux ils l'ont l'affaire. Moi, j'ai plus vu le revendiquer le droit d'être un peu raciste parce que et tout dans les ça, années parce que c'est les 90. années 90. Puis, mais j'avoue que ça s'est pas rendu à moi dans aucun algorithme sur les réseaux sociaux ou sur TikTok en extrait. Moi, j'ai vu sur Twitter. Twitter. J'ai vu Ok, ouais, c'est ça, sur Twitter. Parce que t'es le dernier au Québec qui est sur Twitter. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des phénomènes culturels qui nous échappent complètement à certaines personnes. Tu sais, juste le match que tu as participé avec les Whistles Fous, Olivier Primo, l'autre fois, ça a pris complètement tout le monde par surprise. Pas toi, pas ton monde, mais il y a une grosse frange de la population qui a fait « What the fuck ». Ils ont rempli la Place Belle, ils ont rempli le centre Vidéotron en 5 minutes. Tout le monde est là. Arnaud Soli, toi, t'es analyste sportif. As-tu plus de respect pour Félix Séguin maintenant? Ben, je trouve que c'est une gig difficile, mais Oui. comme je disais justement dans le Café Snake, je pense qu'avec Félix Séguin, c'est juste dommage, Oui. mais les gens vont jamais être contents tant que c'est pas Pierre. Ah, oui, c'est ça. Les gens sont... Fait qu'il est juste, tu sais, il pourrait être incroyable. Oui, c'est ça. Ça va juste jamais remplacer. C'est comme Christine Fréchette à bois être super fine. Je pense que la CAQ, ça va être tough aux prochaines élections. Les gens sont... Leur idée est faite, là, c'est next. Là. Mais c'était fou, ça. Puis ça, je trouve que tu as vu 1 million de fois. Pourquoi ça dépasse le monde en haut de 30 ans, un affaire de même? Ça se rend pas à eux autres? Ça dépasse un certain type de monde en haut de 30 ans. Là, ça dépend dans quel univers médiatique tu évolues. Parce que surtout, cette affaire de jeunes versus vieux, de primo, il y avait beaucoup de gens... Moi, mais j'étais là, j'ai vu la crowd, tu sais. Il y avait beaucoup de gens plus âgés là, qui étaient là aussi. Puis je pense que, mettons, tout le projet est focus sur les jeunes, parce que c'est ça le récit qui a dominé les 5 dernières années, comme les jeunes, la télé. Fait qu'il fallait aller là-dedans. Mais moi, je pense que si on veut avoir la vraie discussion plus large, elle dépasse les jeunes. Encore une fois, puis ça paraît répétitif, il y a eu une espèce de grosse avancée technologique qui a changé notre existence. On a toutes des... Tu sais, fait que la démographie qui a le plus de croissance sur TikTok depuis 2-3 ans, c'est pas les Gen Z, là, c'est les boomers, là, tu sais. C'est comme... Ça dépasse les jeunes, tu sais. Fait que moi, je pense que qu'est-ce qui arrive sur pourquoi, mettons... Puis là, on prend, mettons, toi, tu dis que t'as été blindsided ou que t'as du monde autour de toi. Vous œuvrez dans les médias. Imagine. Puis attends, mais c'est ça. Je pense que les gens qui œuvrent dans les médias, la plus grosse affaire qui se passe, c'est qu'est-ce qui est dans l'infolette du qui a fait quoi, tu sais. Ouais. C'est fou, pas... hein? Tu comprends? Ben fait que c'est comme... fait qu'il se développe une industrie autour de l'industrie, une para-industrie. Ça, c'est les mots de Catalina Brisegno. Puis ces deux-là interagissent pas vraiment, des fois. Mais l'idée pour un écosystème culturel comme en santé, ce serait qu'il y ait juste une industrie. Puis c'est normal, il n'y a pas vraiment de show de télé qui parle, à part Vlog, là, qui va montrer des espèces de gags juste pour rire, puis des vidéos de gens qui tombent, tu sais. Il n'y a pas vraiment genre justement de Café Snake, mais comme produit par un diffuseur ou whatever, un show sur la culture web, tu sais. Puis il y a plein d'affaires qui manquent pour que tu l'aies vu d'avance, tu sais. Ben oui, puis écoute, ici... Parce que dans un monde où est-ce que, mettons, Infoman, il y a un chroniqueur en bas de 50 ans dans cette émission-là, ben... Lui, il était à la game, tu sais. Tu comprends? Genre, tu sais, c'est ça l'affaire. Parce que, tu sais, fait qu'il y a il n'y a pas d'infotainment, il n'y a pas rien qui a été offert par l'industrie culturelle pour genre, comme bridge the gap, parce que, j'imagine t'arrives là, parce que c'est pas récompensé par qu'est-ce qu'on calcule comme rendement de cette industrie-là. Aller rejoindre les plus jeunes, puis tu sais, c'est quelqu'un que j'ai consulté avant le documentaire qui m'a dit ça, c'est comme, ben si t'arrives puis tu fais un show pour les 18-34 puis il performe full bien sur tout.tv par exemple, mais qui est diffusé à la télé là, après, là, puis il performe mal au numériste, ben la donnée qui va être prise, ça va être qu'est-ce qui a été fait au code d'écoute, tu sais. Puis là, on va dire, la saison 2, peut-être, mais t'auras moins de budget de ci, de ça, de ça. Ouais, parce que ça marche pas selon la façon de calculer. Mais on va y arriver de ça. Fait que c'est comme... Tu crées un modèle qui fait en sorte que tu n'as même pas d'incitatif vraiment à comme produire ça ou à essayer ça. Mais, tu sais, mettons, votre match, le premier match, j'ai vu 1 million de fois, puis là, ça a dû continuer. Là. J'ai écrit ça en fin de semaine, mais là, je veux dire, il y a sûrement du monde qui prennent des notes quelque part, qui voient ça, qui font « OK, nous autres, on a... » Tu sais, mettons, ma fille, moi, Shaheen, c'est son idole, là, mais tu sais, avant que je check un peu ce qui se passe, j'avais jamais entendu son nom, je suis allé checker son contenu, tu fais « OK. » Ça, c'est le monde qui rejoint la frange plus jeune de la population. Puis tu sais, c'est quoi? Ces vidéos Shaheen, c'est un producteur incroyable, là, comme qu'est-ce qu'il a construit, c'est comme historique pour le Québec. Mais
quand tu vas au fond, c'est quoi ces vidéos qui ont vraiment... C'est des game shows. C'est pas... Tu sais, puis même en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, tu sais, c'est juste... On met des humains dans des situations, il y a des règles, puis on filme ça. On le montre de façon dynamique pour respecter comme les codes d'une époque, mais comme c'est pas réinventer la roue, là. Tu sais, c'est l'exécution qui est intéressante, puis qui est impressionnante même, que Shane, puis Alex, puis tout ont réussi à faire. Puis toute l'équipe qui travaille là-dessus. Mais le contenu, c'est pas... Tu sais, il y a juste... T'sais, après, il y a de l'ambition, ils prennent de plus en plus d'ampleur. Là, tu vois de plus en plus qu'il va avoir des moyens, de plus en plus qu'il va pouvoir exécuter genre ses meilleures idées. Mais comme à la base, c'est pas de quoi que genre, oh my god, un diffuseur télé comme wow, hey, comment vous avez fait pour penser à ça? Y a-tu un risque de perdre une fraîcheur, de devenir un peu mainstream? Tu sais, justement, ces matchs-là, je pense que là, le prochain, vous allez attirer du monde qui était pas là la première fois. Ça va spoil un peu l'espèce de côté sous-culture ou culture différente ou autre culture. Tu parlais tantôt de plusieurs des cultures. Est-ce qu'à un moment donné, il y a le danger d'être rattrapé dans quelque chose d'un peu Mais je pense mainstream? pour ce cas-là principal, c'est quand même intéressant parce que il y a même mettons, dans mon commentary du match, pendant le match, je disais que c'était un peu l'angle ancien média versus nouveau média. Oui. Puis, tu sais, il y avait Sébastien Delorme, Marc Dupré dans l'équipe de Primo. Fait que si tu reprends cette dynamique-là, puis là, on l'exploite au complet, genre jeune versus vieux, mais vieux média versus jeune média, là, je pense que c'est comme... C'est un banger. Ouais, ça serait malade. J'aime ton accès aux jeunes, la façon que tu les abordes dans le film. Merci. On sent qu'ils sont heureux, qu'on s'intéresse à eux. Est-ce que tu penses qu'ils se sentent exclus, même si, ironiquement, la télé, l'obsession de la télé, c'est de rejoindre ce monde-là, mais on dirait qu'ils se sentent pas non plus concernés par la télé traditionnelle. Alors que les télés traditionnelles obsèdent, tu sais, ça a tout le temps été ça, on veut rejoindre les jeunes. Je veux dire, moi, le nombre de fois j'ai entendu ça, genre, tu sais, je compte plus. Ici, on veut rejoindre les jeunes, mais tu sais, tu prends un bonhomme de 50 ans, fait que c'est peut-être ça le problème. Je pense qu'il était intéressé, mais surtout, tu sais, il faut mettre en contexte que... Tu sais, moi, j'ai donné une conférence, c'est ça qu'on a filmé, tu sais. On a regardé des bouts qui étaient comme, on va les mettre dans le doc, mais, tu sais, j'ai quand même étalé beaucoup du contenu ou que je t'étale en ce moment à eux pour leur donner des espèces de clés d'analyse, parce que c'est tout le monde qui est en com puis en média. Fait qu'eux, ils étaient comme... Ils trouvaient ça full intéressant d'avoir des réflexions là-dessus. Fait que je pense qu'ils étaient stimulés, genre, par qu'est-ce que j'ai... Parce que l'atelier, c'était après la conférence. Fait que c'est comme, je pense que ça les a fait réfléchir, puis ils étaient genre... mais ouais, ils étaient full intéressés, tu sais, comme, ils étaient full contents qu'on vienne filmer, qu'on vienne leur parler. Puis c'est drôle parce qu'il y avait des étudiants de cinéma qui étaient là, parce qu'il y avait télé, mais il y avait une gang de cinéma, puis eux, ils faisaient leur projet de fin de programme, puis je pense que les gens qui étaient là dans la classe, c'était plus des premières années, puis eux, ils étaient deuxième année, mais ils étaient venus parce que eux, ils voulaient m'interviewer, parce que eux, leur projet de fin de deck, c'est un court-métrage documentaire sur le même sujet que... Tu sais, fait que c'est quand même... C'est pas moi qui leur a dit, faites ça. Eux, leur projet de fin de deck, ils ont décidé que c'était sur le rapport des jeunes puis de la culture québécoise. Fait que c'est de quoi qui est comme dans leur imaginaire, tu sais. Ben, c'est rassurant de savoir que c'est des préoccupations qu'il y a, qui n'ont pas comme punché leur carte ou abandonné complètement le navire, qui ont ces réflexions-là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un affect punk de genre comme, hey, non, c'est genre... C'est en mode genre, c'est le système, tu sais, genre revendicateur. Mais les jeunes, tout le temps, étaient comme ça. Il faut que tu sois idéaliste au moins une fois dans ta vie, puis c'était au cégep. Il y a un segment intéressant, écoute, c'est sur les sondages numéristes, tu parles avec la VP, tout le monde dépend de ça encore aujourd'hui, mais qui sont finalement, on le comprend, selon ce que tu as trouvé, tu m'as appris quelque chose en esti, qui sont basés sur un très faible échantillonnage. Tu savais pas ça? T'as pas vu Série Noire? Non, ben oui, j'ai vu Série Noire, mais on dirait que j'avais jamais réalisé à quel point c'était aussi bric-à-brac. Tu sais, je pense que là, on calcule les codes d'écoute ici avec 1000 personnes, 11 000 au pays qui trimballent une espèce de... C'est vraiment une machine, là. Ouais. Comment ça... C'est quoi au juste comment qu'on calcule présentement les codes d'écoute? Mettons 3,6 millions de personnes ont écouté le bye-bye, mais il n'y a pas ils n'ont pas compté... comment c'est des projections statistiques. C'est comme des sondages politiques, mais avec justement ce système de panel, avec des padgets, disons le terme vintage. Parce que quand tu diffuses de quoi sur des ondes du CRTC, c'est accompagné de comme un son qu'on n'entend pas, qui est pas perceptible. Puis ça permet à ce système-là de savoir comme exactement il écoute cette affaire-là. Fait que genre, c'est pas comme...
tu sais, technologiquement, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Puis après, il y a quand même eu de l'innovation. Là. Maintenant, dans leur panel, il inclut aussi qu'ils branchent un espèce d'affaire sur ton modem d'Internet pour prendre des données aussi de ça. Mais moi, je serais dans la merde, là. le bulk de leur chiffre vient vraiment du panel. Puis moi, qu'est-ce que je trouve le plus comme... à la base, ce que je trouvais le plus intriguant, c'est que, tu sais, depuis 2013, toute la télé au Québec est numérisée, digitalisée. Il n'y a plus, genre, tu branches le câble blanc dans ta télé, puis là, ça part, tu sais, VRAC TV, c'est 16, puis RDS, c'est 33, là, tu sais. Il n'y a plus ça. Tout le monde a des boîtes, tu sais. Ouais. Fait que là, avec ça, ben, les câbleaux distributeurs, eux, là, ils savent exactement combien de gens qui écoutent, combien de temps qui écoutent. Genre, on a les vrais chiffres. C'est pas comme s'il n'existait pas. Puis là, Numéris, si mettons tu leur faisais une demande, là, ils diraient bon, on les utilise aussi, mais c'est pas représentatif total. On les met dans notre calcul. C'est comme le calcul est comme il y a le panel, mais on a les vrais chiffres, mais on les utilise pas parce que eux ils vont dire il y a pas de granularité. C'est ça qu'elle dit. On sait pas si on utiliserait les vrais chiffres, on sait pas c'est qui écoute la télé. Fait que eux, tout leur rationnel derrière garder ce panel, c'est d'avoir des profils démographiques de genre, d'âge, de classe sociale, parce que tout ça c'est bâti pour vendre de la publicité. Fait que c'est ça, toute l'affaire. Puis c'est ça un peu qu'on arrive à la fin, c'est que, OK, je comprends, vous vendez de la pub, votre site, c'est des agences de placement publicitaire, des diffuseurs, mais pourquoi qu'on renverse pas l'affaire? Pourquoi vous ne seriez pas au service de la population, tu sais? Pourquoi ce serait pas... Le but, ce serait juste que, ben là, vous êtes conventionné par le CRTC, vous êtes la seule entité qui peut réglementer comme l'espèce d'achat publicitaire. Si tout le monde reconnaisse, ben il faudrait comme renverser ça, tu sais. Là, on parle de souffler les braises. Ouais. On est dans une affaire de crise, de mort, de feu. C'est sérieux, là. C'est sérieux, là. Fait que pourquoi... Il faut changer ça. Si on parle de quelque chose d'autant important... Comme... Surtout qu'ils ont les chiffres, ils ont les vrais stats dans le fond, fait que c'est trompeur les chiffres de numéristes. Ben c'est ça, leur argument, c'est que ce que je viens de te dire, c'est que nous, on a besoin de profil démographique. On peut pas juste savoir, même si dans cette maison-là, il y a quatre personnes, il y a 2 adultes, 2 enfants, mais on sait pas si c'est le fils qui est devant, on sait pas si c'est la mère, on sait pas c'est qui regarde. D'ailleurs, t'as l'air à pas vraiment croire l'AVP quand elle avance que 60% des 18-34 ans écouteraient la télé versus 40% sur des plateformes. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle dit, c'est que 60% de leur temps d'écoute vidéo est sur la télé linéaire, puis 40% dans les plateformes numériques. Ce chiffre, ça, il faut mettre en contexte que ces chiffres-là, cette entrevue a été tapée en octobre 2025. Ça, c'est leur chiffre de septembre 2025. Ils ont quand même relativement changé, mais quand elle est allée à Midi Info, il y a 3 semaines, 1 mois, parce que Numéris avait décidé de rendre public le rapport de code d'écoute, il faut aller écouter cette entrevue avec Alec Castonguay. Elle redit un espèce de chiffre comme ça. C'est plus bas, là, on est plus pro, mais elle dit quand même largement dominante. Moi, c'est ça qui m'a tout de suite... Tu sais, comme ces entrevues-là, moi, je rentrais toutes avec pas de plan d'entrevue, là. J'étais juste tellement immersé dans le sujet que j'étais comme... Puis c'est ça le muscle que je te parle de genre de podcast, genre, de juste comme on y va, faut qu'on jase. Ouais, puis tu connais ton sujet aussi. C'est ça, fait que j'étais comme... Puis là, quand elle m'a dit ça direct, ça... Pourquoi tu me dis c'est largement dominant? Il venait de dire c'est le rapport de septembre, puis là, boum, direct, qu'on est arrivé avec elle qui dit ça, j'étais comme, oh my god. Mais pourquoi, c'est ce bout-là que je comprends moins, pourquoi les télés sont encore esclaves de ça? Parce que c'est vraiment des enjeux de publicité, dans le fond. Mais parce que c'est plus winner de dire qu'il y a 3.6. Financière, il y a tellement... Tu sais, ça, c'est comme... il y a beaucoup d'argent. C'est un gros affaire qui se passe. Tu sais, la télé, c'est une grosse industrie. Mais les numéristes sont aussi... Tu sais, c'est la mais pub tu pourrais pas dire soudainement, on a mis à jour numériste, puis finalement, il y a juste 30 000 personnes qui écoutent le tricheur. Tes annonceurs vont déserter, là. Fait que c'est un peu... C'est juste ça. Ça, c'est ma théorie. Oui, mais c'est une bonne théorie. Ton take sur Olivier Niquet puis TVA Sport, l'autre fois, quand t'en as parlé à Café Snake, c'était intéressant parce que c'est exactement ça. Il faut expliquer, dans le fond, que c'est ça. C'est une affaire de... Les Canadiens n'ont pas eu les droits, il n'y a pas eu de série. Fait que là, tu sais, c'est comme... C'est un peu Walt Disney, c'est un peu Noël, là, pour les annonceurs, parce qu'on se rend TVA, ben oui, c'est ça. TVA, le monde chiale parce qu'il y a beaucoup de pubs, mais c'est parce qu'on vient de passer une reconstruction, là. C'est ça. Ils peuvent cash in le check maintenant, là, tu sais. Ça fait longtemps, là, qu'il n'y a pas ça, un engouement de série. Fait que c'est sûr que les annonceurs sont fous. Il y a tout le temps un nouveau segment, maintenant, c'est la stat intacte qui vient de nous oui, c'est une nouvelle affaire. Ben, j'étais d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'Olivier Niquet, il mérite pas tout le beef qu'il reçoit, mais en même temps,
temps... Mais c'est parce qu'il s'attaque tout le temps à la même clique depuis plusieurs années. Là, c'est ça. Puis il a pas l'air de trop... je pense qu'il est habitué. Je sais pas trop, je connais pas, là, mais genre... Oui, puis tu disais peut-être mettre du contexte puis tout ça un peu des fois dans tu sais, ça sort un peu out of the blue de tout le temps taper sur le même clou, mais c'est vrai que là, TVA, c'est juste logique qu'on voit de la pub partout parce que les autres, ils attendaient puis il y avait hâte, là, qu'il y ait des séries comme là, c'est payant pour eux autres. Sauf que tout ça repose sur les sondages numériques, j'imagine, donc ça devient... Qui sont sûrement précis avec les Canadiens. Pour les Canadiens, peut-être. Même parce que quand on venait de filmer ça, c'était juste après les Blue Jays. Puis là, elle me parlait les codes d'écoute des Blue Jays à Sportsnet, tu sais, comme la télé est vraiment là, tu sais, non. Ouais. Mais, tu sais, c'est le sport en direct, même aux États-Unis, c'est ce qui génère la cote d'écoute. Ouais. C'est comme tout le marché est structuré autour de ça. C'est quoi qui fédère aujourd'hui? Tu sais, là, j'aime ton exemple de Fugueuse. J'aime aussi beaucoup ta quote quand tu dis que même Fugueuse 2 n'a pas catché pourquoi Fugueuse 1 a pogné, parce que ça a floppé, mais qu'est-ce qui fédère culturellement? Tu sais, le hockey, c'est pas un phénomène culturel, c'est un phénomène sportif. Je dirais que là, c'est l'affaire qui rassemble tout le monde, là, présentement. C'est le hockey. C'est comme une tempête de neige, là, tout le monde est... Mais je pense que les humains, on change pas tant, mais c'est les histoires, là. C'est pas... C'est trouver un moyen de raconter. C'est pour ça qu'il fallait raconter une histoire dans ce documentaire-là. C'est mon histoire. T'sais, moi, à la base, c'était pas ça le documentaire. Là. J'avais pas mettre ma mère là-dedans. Là, mon bout préféré, quand même. C'est vraiment bon. Non, je sais, mais moi, je suis comme full protecteur. Je suis comme, pourquoi je mettrais... Fait je pense que c'est comme le monde, même avec le Canadien, là, c'est Kirby Dach. Ouais. Kirby Dach fait un turnover. Ouais. Oh my god. Puis nous, on a nos médias, ils en parlent pendant 48 heures. Puis le boom, il arrive. Puis là, il marque la rédemption. C'est tous des tropes narratifs full clichés, là. Ouais. Mais ça fonctionne. T'sais, c'est comme... Fait que moi, je pense que faut juste aller, justement, pour citer Lex Garcia qui est dans le documentaire, dans la pluralité des histoires. Puis Ok, je comprends. Comme, puis essayer des affaires. Tu sais, moi, je suis pas là pour dire, hey, j'ai réglé l'affaire. Tu sais, comme... Je suis juste comme... Je pense que tout ce que je peux théoriser, c'est que s'il y a une solution, elle va arriver par de l'essai-erreur. Puis c'est la tolérance à l'erreur. Puis dans une posture où est-ce qu'on a des diffuseurs publics comme Télé-Québec puis Radio-Canada, puis je demanderais pas ça comme, admettons, TVA, je comprends, mais genre, Radio-Can puis Télé-Québec, c'est leur devoir d'essayer des affaires. C'est-tu grave, de toute façon, s'il n'y a pas une émission fédérateur, genre La Petite Vie, un rendez-vous, une messe, c'est-tu grave s'il y en a plusieurs? Tu sais, je pense que c'est ça, la nouvelle réalité, c'est qu'il y aura plus, peut-être, un truc, il va y avoir plusieurs petites affaires qui vont marcher. Je pense que je pense que c'est encore possible d'avoir des gros phénomènes, mais est-ce que c'est sûr que tout le monde évolue dans des espèces de niches algorithmiques différentes, ça c'est la réalité, mais je pense que même dans ce contexte-là, il peut y avoir des grands rassemblements, il peut y avoir des grands phénomènes culturels, tu sais, parce que à la fin de la journée, tu sais, comme on partage tous un territoire, une langue, une histoire comme qui est différente pour plusieurs, mais qui se rattache. Tu sais, comme je pense que il y a la possibilité de créer quelque chose qui va comme rassembler. De rassembler peut-être dans la critique, peut-être qu'il y a plein de gens qui ça va polariser, tu sais. Il y a plein de gens qui vont aimer ça, plein de gens qui vont détester ça, plein de gens qui... Tu sais, c'est pas... Moi, je suis pas juste, oh my god, on va tout aduler. Tu sais, c'est pour ça que dans Vitrerie Royale, le gars est comme... Moi, je déteste La Petite Vie, je trouve ça cave. Non, mais t'as une opinion là-dessus, tu sais. C'est comme... On en jase. C'est ça qui... C'est ça, la... Tu sais, tout le monde est comme, ah, c'est quoi la culture québécoise? Je me posais cette question. Ouais, la culture québécoise, c'est l'externalité de tout ce qu'on fait en interagissant, là, en se parlant, en se disant... Bon, c'est plus deep qu'une série télé, là. C'est comme, c'est plein d'affaires, c'est qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on laisse, c'est tout en même temps. Puis c'est pour ça que, tu sais, moi, le documentaire, il est pas... Puis là, genre, je vais pas t'en faire beaucoup de podcasts de même après avoir fait le doc, fait que genre, j'explique mon état d'esprit. C'est zéro une affaire sur l'art ou la littérature ou genre le cinéma ou genre, c'est une affaire sur la pop culture qui est full différent que, mettons, qu'est-ce que le Conseil des arts décide de donner des bourses, Puis moi, tout ce milieu-là des beaux-arts, tout ça de l'art visuel, c'est zéro mon expertise. Genre, je parle pas de ça. Moi, je parle vraiment de la pop culture québécoise, puis si on analyse comment c'est structuré dans les 50 dernières années, c'est à travers la télévision. Fait que c'est pour ça qu'il fallait focus sur la télé. Et avec des images d'archives d'un jeune Mounet. Ça paraît que t'es plus jeune, mais c'était touchant, les images. À quoi t'as été biberonné, toi, quand t'étais jeune? C'était quoi ton show?
Ton rendez-vous télévisuel? Ben c'est sûr que... Ok, tu veux que je te dise vraiment? Il y en a deux. Un que je vais passer rapidement, mais c'est juste de la TV. J'ai beaucoup écouté ça. Mais la meilleure émission qu'on m'a jamais produite au Québec de documentaire, de magazine, whatever, c'est une émission qui s'appelait Génération, qui jouait à Musimax. Ça, là, genre, ils sont sur YouTube encore, là. Ouais. Ça, il faut les diffuser. Moi, je passerais un cours de CCQ, là, tu passes 6 mois, là, on les écoute tous. Moi, j'adorais ça. J'écoutais ça. Génération... c'était Paul Sarrazin, je pense, qui faisait ça. La voix incroyable. La voix incroyable. Ouais. Ben, c'est pas mal ça. Ben, merci de m'avoir reçu. Puis les gens peuvent aller trouver ton... Il est encore en ligne, ton documentaire sur YouTube. Sur la chaîne YouTube de l'ONF. Shout-out à l'ONF. Merci tout le monde qui l'a écouté. Puis merci de me recevoir.